Tous à l'Ouest, Cowboys, Cowgirls, vous êtes le podcast de Western Movies, site forum consacré au western. Cet épisode est dédié à un acteur qui a fait couler beaucoup d'encre sur notre forum, avec pas moins de 137 pages et 2046 messages à ce jour. Acteur emblématique de la Paramount dans plusieurs genres cinématographiques, vedette d'une douzaine de westerns dont l'un réalisé par George Stevens, associé à 7 reprises avec Veronica Lake, dirigeant d'une société de production, Alan Ladd est à l'honneur de ce podcast. Notre invité est Yves, un passionné du genre et de l'acteur. Bienvenue Yves dans le podcast de Western Movies, je te laisse te présenter. Ok, je te remercie beaucoup Vincent. Voilà, je m'appelle Yves et j'adore Alan Ladd. J'ai débuté tout jeune, j'avais dans les 9 ans. Mon premier film, rien à voir, c'était Bambi. Et j'ai débuté, c'était à l'époque aussi des yéyés. Bon, puis j'ai mon premier western, en fait, on parle de western. Premier western que j'ai vu, c'est comme ça, c'est L'Homme des vallées perdues. Et là, j'ai découvert quelque chose de magnifique. J'étais fasciné comme Brandon de Wild, en fait, quand j'ai vu ce film. Voilà. Et il faut savoir qu'Alan, il a débuté avec Orson Welles. Orson Welles qui l'a convoqué. Et cet acteur, dans Citizen Kane, qui fait partie, soi-disant, des films le plus grand du monde. Et tout ça pour sa voix. Sa voix est merveilleuse et il disait bouton de rose dans ce film. C'est comme ça qu'il a débuté au cinéma. Avant, il a fait des petits rôles, tout petits, mais bon, pas très importants. Mais ce Citizen Kane a fait parler beaucoup d'encre. Alan était superbe, quoi. Bien, merci pour cette présentation. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, dans notre épisode précédent, nous vous avions fait écouter une réplique de western. Je suis rudement content qu'on ne soit pas arrivé ici demain. Pourquoi? Parce que demain, il n'y aura plus de whisky ici. Un passage du Triomphe de Buffalo Bill en 1952. On entendait donc dans cet extrait la voix de Forrest Tucker. C'est un western avec Charlton Heston et la regrettée Rhonda Fleming qui nous a quittés il y a un mois. Bravo à ceux qui auront trouvé cet extrait. C'est vrai que Rhonda Fleming, c'est quelque chose. Yves, nous allons maintenant parler d'Alan Ladd, un héros de cinéma pas comme les autres. C'est le titre que tu as retenu pour ce podcast. Nous allons procéder en 3 temps. Dans un premier temps, nous évoquerons l'homme et sa carrière au cinéma. Puis nous reviendrons sur ses westerns marquants. Enfin, nous aborderons ses personnages et l'environnement. Alors pour commencer, on va parler de l'acteur et de l'homme. Quel serait, Yves, ton portrait d'Alan Ladd sur sa vie, sa carrière, on va dire hors western, puisqu'on parlera des westerns après. Je crois qu'il a été journaliste, champion de plongeon avant de devenir acteur. C'est exact. Il devait faire les Jeux Olympiques, je me souviens plus trop l'année, et il était sélectionné pour justement pour plonger, quoi, faire les championnats. Il s'est cassé, je sais pas ce qui s'est trop passé, quoi, il s'est cassé le pied et il n'a pas pu participer à ce truc. Mais il paraît, vraiment très doué pour plonger. Après, c'est vrai qu'il a fait des tas de petits métiers. Il a fait machiniste, il est tombé d'une échelle. C'est comme ça qu'il a été reconnu. Il y a même Alain Delon qui le cite à un moment donné dans je ne sais plus quelle émission, qui disait que voilà, il n'y avait qu'à voir Alain Ladd et de suite, on savait que c'était une star, il a quelque chose, sans vraiment apprendre à jouer, sans ceci, cela. Voilà, c'est comme ça il était très pauvre. Sa mère a perdu son mari, ils étaient dans la misère, sa mère s'est mise à boire et puis pour en finir avec la vie, elle a mangé
quelque chose qui tue les souris, les rats. Elle est morte comme ça, et puis lui, il a fait plein de petits boulots, et voilà, quoi. Le cinéma devait le passionner. Il a fait plein de petits rôles, mais vraiment tout petit, petit, petit. Petit à petit, il a rencontré Sue Carol, qui était une femme dans le cinéma, de production, tout ça, qui croyait en lui. Elle le trouvait, et puis il était très beau, donc ça lui a plu. Et de là, comme j'ai parlé avant de Citizen Kane, elle a été voir Orson Welles. On le voit dans ce film avec une pipe. C'est lui qui fume la pipe. Là, on voit une petite pipe et il dit bouton de rose dans ce fameux Citizen Kane. Et puis après, plein de rôles comme Joan of Paris. Et puis là, c'est parti. C'est parti surtout avec le fameux tueur à gages où il était très blond, où il s'est teint, si Carole lui a teint les cheveux, et en brun pour que ça fasse plus viril, plus ceci, cela, et la suite, eh ben, elle est magnifique. Et est-ce que tu dirais que, pour rester un peu sur la vie d'Alan Ladd, avant de devenir acteur, ces différents métiers qu'il a pu avoir ont contribué à forger son caractère ou à son jeu d'acteur? Quelle a été l'influence? Non, je pense pas que ça a changé quoi que ce soit. Il avait une petite boutique qui s'appelait Tini Passio, et où il vendait des saucisses et tout ça, mais il avait qu'une envie. Puis on devait lui dire certainement qu'il était pas mal physiquement et tout ça, et qu'il avait envie de faire ce métier, mais ça s'est passé grâce à cette rencontre avec cette femme. Sinon, il n'y a pas vraiment autre chose, quoi. C'est Jules Carole qui l'a lancé, ça c'est clair. Et comment, est-ce qu'il a été repéré par un producteur? Ou est-ce que c'est grâce à Sue Carol qu'il l'a suggéré à des Non, dirigeants de la Paramount? Comment tout non, ça s'est fait? c'est vraiment Jules Carole, je pense, qui a fait beaucoup. Bon, avant, il a fait des petits trucs, mais il n'y a pas vraiment. On lui disait souvent, on disait, bon, comme tout le monde le dit, là, trop petit, trop blond, trop ceci, trop cela, ça marchait pas. Mais je crois qu'il a fait, il a tourné, mais c'est même pas crédité, un film au début, le premier en 1932, avec Tyrone Power. Ils ont commencé en même temps, mais bon, Tyrone Power, ça a démarré un peu plus vite, quoi. Lui, Ouais. c'est vraiment Sue Carol qui l'a lancé. On reparlera de ces westerns dans une deuxième partie, mais d'ores et déjà, quel a été l'apport d'Alan Ladd dans d'autres genres qui ont pu contribuer à son succès avant d'arriver au western? Là, tu parlais de Tueur à gages, qui est un peu le début d'une succession de films dans le genre du film noir, et on a eu quelques films d'aventure par la suite et de guerre. Alors, évidemment, Tueur à gages l'a lancé, c'est clair. Après, il a eu la chance de faire La Clé de verre, hein, avec bien sûr l'actrice Véronique Alec. Après, il a fait Le Dahlia bleu. Après, il a fait beaucoup de films noirs, en fait. Il a fait Meurtre à Calcutta, il a fait Saïgon. Il a tourné aussi dans Le Bonheur est pour demain. Tout ça, c'est des films noirs, hein. Enquête à Chicago. Après, quelques films d'aventure comme Trafic à Saïgon. Des films d'aventure, il a fait Will Harvest, qui est très bien. Le Dénonciateur, qui est un film à moitié de guerre, à moitié policier, qui est pas mal, d'espionnage. Échec Hold Up, bien sûr, magnifique film noir, jusqu'après Enquête à Chicago. C'est un des derniers films noirs qu'il a fait, je veux dire, juste avant de commencer le western, qui est son fameux Smith le Taciturne. Et dans tous ces films, quels sont tes préférés et pour quelles raisons? Mes préférés sont, bon, bien sûr, la trilogie, Tueur à gages, La Clé de verre et Le Dahlia bleu. Je trouve, c'est le Dahlia bleu, je trouve qu'il y a comment dirais-je, c'est très classe, l'atmosphère est très classe, c'est bien. Le Tueur à gages, c'est très particulier, mais
et La Clé de Verre, et j'ai bien aimé. C'est un peu dans le milieu politique et tout, et pas mal. Après, j'aime beaucoup Enquête à Chicago, que j'ai pu avoir dernièrement, c'était très difficile à avoir, qui est un film pas mal, un peu dans le style de Laura. Bon, en moins bien, mais bien quand même. De Laura avec Jeanne Tierney et d'Alain Andrieux, hein. Et son film que j'ai bien aimé aussi, il y en a tellement. Il y a Wild Harvest, j'en ai parlé, là c'est bien. Et aussi China, qui est un film de guerre, mais vraiment sympa, un peu style, dans le style, ça a l'air de la peur, là, avec le camion et tout, c'est pas mal du tout. Et puis Smith, hein, qui a démarré, qui est un film en plus western en couleur. On peut parler un petit peu du duo avec Veronica Lake. Ils ont Oui, fait 7 films ensemble. physiquement, ils allaient très bien ensemble, mais je crois qu'Alan n'aimait pas trop, je ne sais pas exactement pourquoi, Véronique Alex. Mais par contre, au cinéma, dans les films, ils s'entendaient à merveille. Ils s'accordaient bien. Et tous les deux, ils étaient formidables. Elle est aussi froide que lui. Il y avait une magie qui passe. Et je trouve que cette magie est magnifique et comment dirais-je, a permis après à Bogart et Bacall de, de faire pareil, quoi, hein. Mais je trouve que, bon, Bogart Bacall, c'est bien, mais l'Éclate, c'était vraiment très bien aussi. Ils n'ont fait aucun western ensemble. Non, Mais Veronica Lake n'était pas non plus une actrice de western. non, pas du Je- tout. Même dans son film Ramrod, là, je veux dire, c'est pas. Je la sentais pas trop, quoi. Elle fait pas. Elle est bien, elle joue pas mal, mais c'est nettement mieux, quoi, un film noir. Elle n'était pas faite pour le western. Pas comme Dorothy Malone ou Yvonne de Carlo, ou tout ça. Dans les années 50, Alan Ladd fait plus de western que de films noirs. Et si on avance un peu dans les années 60, c'est un peu le déclin de sa carrière et même de sa vie qui va se terminer de manière assez triste d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est triste. Et bien sûr, les critiques sont venues à partir des années 54. Ça commençait, il avait grossi un peu, le visage n'était plus pareil. Mais c'est un homme qui était toujours triste. Quelque chose en lui le rongeait. Il était tellement heureux de faire le cinéma. Il adorait le cinéma. Il était très bon dans ses expressions et un cœur magnifique. Et donc, il a grossi peut-être le problème avec justement son agent qui était sa femme, pour le choix des rôles et tout ça. Et il s'est mis à boire un petit peu. Et donc, ces films étaient moins bien, on le sentait. Bon, moi, j'ai toujours apprécié. C'est pas parce que j'ai apprécié, moi, je l'ai aimé au début. Jusqu'à la fin, je l'ai aimé parce que peu importe qu'il ait grossi, qu'il soit même moins bien, pour moi, c'était toujours le même homme, le même cœur. Donc, pour moi, aucune différence. Mais pour les critiques et bien sûr pour les spectateurs, c'est pas pareil. Et ces films, même ces westerns, tous ces westerns étaient pas trop mal, hein, et puis c'était lui, quoi, magnifique. J'ai trouvé cet homme quelque chose dans le cœur de magnifique, une gentillesse magnifique, l'intelligence de la gentillesse. C'est rare au cinéma. En plus, quand même, il a fait tellement des beaux trucs avant. J'en reviens même avant le western. Il a fait Lucky Jordan, qui était où on voit que c'est vraiment un acteur grandiose. Saltiro, qu'il est magnifique. Il est comme Errol Flynn. Quand on dit qu'il ne sait pas jouer, ça me fait mal, quoi. C'est dingue. Beaucoup connaissent Alan Ladd sur la fin de sa carrière aussi, alors que le début était magnifique.
Tu parlais des critiques et du public. L'Ad a été dans le top du box-office pendant de nombreuses années, mais n'a jamais été nominé aux Oscars. Quelle était un peu la vision des critiques de l'époque sur Alan Ladd? Et ben voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il a été dans les années 53, 54, il était au top avec justement Chêne et tout ça. Et il faisait partie pendant 4-5 ans du plus grand acteur, plus célèbre du monde. Il a eu 4 ans où c'était le numéro un. On l'oublie, ça, tout ça, ça va vite, mais il était numéro un pendant 4 ans. Si on veut, les producteurs voulaient absolument lui faire jouer n'importe quoi tellement il rapportait d'argent. Alors, peu importe le metteur en scène, peu importe les rôles, peu importe, il fallait qu'il joue n'importe quoi. Il rapportait à lui tout seul. Il n'avait pas besoin un grand metteur en scène, pas besoin de. Voilà. C'était le pognon et tout ça. Lui, il avait envie de faire des rôles plus intéressants, il avait envie. Mais non, sa célébrité, tellement il rapportait du pognon, qu'on lui a fait tourner pas mal de petits trucs. C'est pas ce qu'il voulait. Il voulait faire des grands trucs, mais bon, ça marche pas. Et c'est Alors, aussi pour ça qu'il avait créé Jaguar Productions. Est-ce que ça exact- lui permettait pas justement d'avoir un peu plus de choix dans les rôles qu'il acceptait? oui, c'est vrai ça. Et c'est pour ça, mais le problème, c'est qu'il était un peu moins bien après. Il a vieilli un peu et pas vraiment très bien vieilli. C'est dommage, mais il avait envie. Et il est surtout parti parce que voilà, la Paramount pour Shane l'avait bien gardé, bien avant c'est sorti. C'était fait 2 ans avant, mais ils sont tardés à le sortir parce que lui, il en avait marre. Il adorait la Paramount, c'était sa maison, sa famille. Mais comme il lui proposait que, après chaîne des petits rôles, c'est pas ce qu'il voulait. Donc, il est parti. Et la Paramount a dit, normalement, c'était prévu que pour Shane, il ait l'Oscar. C'était gagné d'avance. Seulement, comme il savait qu'il allait partir chez Warner, la Paramount a décidé de donner l'Oscar à quelqu'un qui n'est pas un traître et qui ne quitte pas, c'est-à-dire William Holden dans Stalag 17. Et sinon, c'était certain qu'il y avait l'Oscar, mais c'était une punition. Donc après, ben, il a été à Warner, il a été bien reçu, il y avait le tapis rouge, il y avait tout ça. Et donc il a fait L'Aigle solitaire et d'autres, mais bon, c'était plus tout à fait le même. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes qui reflètent la personnalité d'Alan Ladd et qui donnera un peu une idée pour nos auditeurs de l'homme qu'il était derrière la caméra? Je crois que derrière la caméra, en fait, il était le même. C'est un homme tendre, loyal, plein d'humour, heureux, mais toujours envie de plaire, envie de faire quelque chose de bien, de plaire à son public. Il était comme ça, c'était vraiment, c'est rare, des hommes comme ça, sensibles, intelligents, que des belles choses, hein, avec ces yeux-là, formidable. Un peu Oui. ennuyé de sa taille parce que il entendait les critiques, il savait bien mais bon, ça c'est un peu la jalousie pour un héros parce qu'il était tellement beau, mais comme il était petit, ça, et les mauvaises langues et tatati tatala ont fait que ça le blessait, quoi. Au début, sa beauté était là, on ne pouvait pas le nier. Mais après, justement, en vieillissant un peu et puis en buvant, quand il commençait à picoler un peu, ça ne s'est pas arrangé. Et est-ce qu'il y aurait un rôle qui serait similaire à ce qu'il était à la ville? Oui, oui, j'en ai pas parlé, justement, le grand Gatsby, Gatsby le Magnifique. Il faut savoir que Gatsby le Magnifique, il y a eu beaucoup
beaucoup de versions, hein. C'était vraiment un peu comme il était, un peu sa vie. Et en fait, ce film Gatsby était la meilleure version de tous les Gatsby qu'il y a eu, hein. Euh, c'est reconnu, même celle de Robert Redford est moins bien, celle de comment il s'appelle, DiCaprio, c'est moins bon, c'est la version de Lad qui est la meilleure, c'est comme ça. Et c'est reconnu par toutes les critiques, et les critiques n'ont jamais été vraiment très sympas avec lui, mais pour Gatsby, ils disent que c'est le meilleur. C'est comme ça. Ça correspond, justement, ça lui correspond. Donc, dans quelques instants, nous aborderons les westerns d'Alan Ladd, mais aussi ses personnages marquants. Mais avant cela, Yves, tu souhaitais nous parler de ton coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Prisonnier du Marais. C'est un film qui se passe en Floride avec Jeffrey Hunter et l'actrice Jean Peters, qui est un film pour moi fabuleux. C'est un remake d'un film avec d'Alain Andrieux, Prisonnier du Marais. Pour moi, ça m'a vachement plu. Ça se passe, c'est l'histoire de quelqu'un qui a perdu son chien dans les marais. Il part dans les marais avec sa petite barque là. Et il va chercher le chien partout. Et il rencontre dans les marais euh, Walter Brennan qui est planqué, qui est caché en pleine forêt, plein marécage là, qui est caché parce que on dit que c'est un meurtrier, qu'il a tué quelqu'un. En fait, il l'a pas fait, mais bon. Et là, ça, il est caché avec sa fille, qui est Jean Peters. Et vraiment, c'est magnifique. Et tout ça avec, je veux dire, dans les paysages formidables de la Floride, un peu comme avec Gary Cooper dans Captain White. Là, c'est vraiment un paysage magnifique. L'histoire, elle est très sympa. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est un remake en fait de L'étang tragique C'est de ça. Jean Renoir qui était sorti en 1941. Ouais. Et même Les Temps Tragiques est très bon, hein, même en noir et blanc, là, Les Temps Tragiques, c'est fabuleux. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai adoré l'autre en couleur et tout. Ça m'a plu. On va maintenant parler un peu plus des westerns d'Alan Ladd. Sa filmographie comprend une douzaine de westerns d'une très grande qualité. En 1949, Alan Ladd tourne dans Smith le Taciturne, Whispering Smith, western en Technicolor dirigé par Leslie Fenton avec Robert Preston, Brenda Marshall et Donald Crisp. Smith la taciturne, il fait le rôle d'un détective sur les trains, avec aussi Robert Preston. Et je trouve que le moment sur les rails ou le train, c'est fabuleux. Quand les trains déraillent, c'est vraiment très bien fait. L'histoire est bon, bah, normale, mais Preston joue le rôle d'un petit bandit qui veut essayer de faire des affaires. Et puis il y a l'histoire, bien sûr, romancée avec Brenda Marshall, la femme de William Holden, qui est la femme de Preston dans le film, et elle est amoureuse aussi un petit peu d'Alan. Et bon, ça se termine. Preston, c'est fini pour lui, quoi. Il se fait tuer parce que là, ça a été plus rapide, mais c'est un film sympa, je trouve. Au début, c'est marrant, mais il y a des similitudes avec L'Homme des Vallées Perdues. Quand il arrive, c'est un peu comme Chêne avec la musique. Puis il y a la femme s'appelle Marian, le même prénom que dans L'Homme des Vallées Perdues. Enfin, il y a quelques... Et puis au final, il s'en va tout seul avec la petite larme. C'est un peu pareil, quoi.
a des similitudes sans le savoir. Justement, cette petite larme, c'est vrai que les dernières scènes du film méritent vraiment le détour. Quand il est opposé à Robert Preston et à Brenda Marshall dans le duel final. Oui, oui, je trouve que cette petite larme qu'il a là, ça fait un peu. Il est habillé tout en noir, un peu comme au Palon Cassidy, mais avec. C'est rarement vu dans un western d'ailleurs, une petite larme quand, au final, quand il s'en va. J'ai trouvé ça. Ça m'a touché, quelque chose de sympa. En 1950, dans Marqué au fer, Branded, Alan Ladd est dirigé par Rudolph Maté avec Mona Freeman et Charles Bickford. Oui, Marc Leffer, je trouve qu'il est sympa aussi comme film. Un film où il fait un mauvais garçon au départ, mais qui n'est pas si mauvais que ça, et qui se fait passer pour le fils que dans une famille, ils ont kidnappé, ou qu'ils ont perdu le fils, là. Lui, il veut prendre sa place, on croit que le fils est mort et tout, il essaie. C'est un film mignon, quoi, c'est pas mal. La Montagne Rouge associe Alan Ladd et Elizabeth Scott ainsi qu'Arthur Kennedy et John Ireland dans ce western tourné en 1951 par William Dieterle. Oui, j'aime bien la Montagne Rouge. Je ne sais pas très très grand, mais c'est un bon western. Oui, c'est bien. Je l'aime pas trop. J'aime pas trop quand il est habillé là en soldat, là, les nordistes, les sudistes. Encore là aussi, il y a Jesse Virel, là, l'Indien sympa que j'aime bien, qui fait aussi dans la brigade héroïque Cajou. J'aime bien. Dans La Maîtresse de fer en 1952, Alan Ladd interprète le rôle de Jim Bowie. Très très bon film qui représente Jim Bowie dans La Maîtresse de fer. Alors là, avec le fameux couteau, le Bowie, avec Virginia Mayo, c'est un très très bon film qui se passe un petit peu, il y a la Louisiane. C'est la première de 2 collaborations avec Virginia Mayo. Virginia Mayo et Alan, en fait, s'entendaient très bien, vraiment très bien. Et Virginia Mayo trouvait que Ladd était gentil, était d'une beauté de visage magnifique. Et puis, travaillaient très bien ensemble. Et elle préférait travailler avec Ladd, dans le même genre de film, avec Gregory Peck, dans Capitaine Horatio. Elle disait que Ladd était vraiment un homme plein d'humour, gentil, et très agréable, et d'une beauté et le visage magnifique. C'est vrai que le duo fonctionne plutôt bien dans le film. Je trouve que c'est une bonne partenaire par rapport aux autres actrices qu'il a pu avoir dans d'autres westerns. Oui, les femmes en actrice, il n'est pas très gâté en western. Bon, il y a Jean Arthur dans Shane. Chez les Winster, je suis pas trop. Bon, c'est pas. Bon, c'est sympa, mais bon, chez les Winter, en plus, se moquer un peu de lui parce que là aussi, elle était un peu plus grande. Mais Virginia Mayo, oui. L'homme des vallées perdues, Shane, est un western que l'on ne présente plus, sorti en 1953 et réalisé par George Stevens, avec Jean Arthur, Van Heflin, Brandon DeWilde, Jack Palance, Ben Johnson et Edgar Buchanan. Shane, pour moi, c'est le meilleur de tous les westerns. Il y a tout dans Shane. Il y a le social, il y a l'individu, il y a la famille, et lui, il est là, il est au milieu du monde qui commence à se monter. Avant, il y a eu les Indiens, il y avait les terres, et bon, les gangsters, les Indiens, bon, ils sont plus là. Les bandits pensent que c'est à eux la terre. Les fermiers s'installent petit à petit. Ils veulent les déloger, tout ça. Et lui, il arrive au milieu de tout ce... C'est un peu de nos jours, en fait. Pour moi, c'est un western moderne qui se passe dans L'Homme des Vallées perdues. On peut le transposer
de nos jours, en fait. Et lui, il est perdu dans tout ça, il a plus l'envie, il aimerait se poser, mais c'est impossible. Il y a toujours trop de choses. Donc il fait pour le mieux, et parce qu'il est bon. Ça représente d'ailleurs un petit peu aussi, c'est un peu Alan lui-même comme ça, c'est son style. En 1954, La Brigade héroïque, Saskatchewan est un western réalisé par le vétéran Raoul Walsh sur la police montée canadienne. Alan Ladd y est associé à Shelley Winters et J. Carrol Naish. La Brigade héroïque, film sur les tuniques rouges, est sympathique, surtout avec de très beaux paysages. Et il y a l'acteur que j'aime beaucoup qui fait l'Indien, Jay Siverel, qui fait son demi-frère. J'ai trouvé que c'était sympa. J'adore cet acteur. L'Aigle solitaire, Drumbeat, est un western de 1954 dirigé par Delmer Days avec Audrey Dalton et un jeune Charles Bronson alors aux prémices de sa carrière. L'Aigle solitaire, j'adore aussi. C'est les mecs, on va dire, c'est un peu comme la flèche brisée, quoi. Pareil. Bon, mais sans en avoir la réputation. Voilà. Et je trouve que question musique, question mise en scène, l'Aigle solitaire est supérieur à la flèche brisée, pour moi. Et la critique disent que Alan est moins bon et fout le film justement en l'air parce que c'est Alan Ladd. Alors que c'est lui-même qui a voulu faire ce film avec Delmer Dave, hein, qui a participé d'ailleurs. Mais ils disent qu'il est bon, Alan, c'est plus le Alan. Ça aurait été mieux avec quelqu'un d'autre. Mettons James Stewart, qui a fait La Flèche brisée. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Et Ladd était producteur du film aussi. oui. Mais la mise en scène de l'Aigle solitaire et la musique, est pour moi, des choses impressionnantes, magnifiques. C'est un film qui est tourné en cinémascope. La dernière partie du film, il me semble que c'est une bagarre avec Charles Bronson qui se déroule dans un fleuve. Oui, dans la rivière, là. Et franchement, Charles Bronson est magnifique dans ce film. Ça l'a sorti. De tous les films où il a débuté, Charles Bronson, il avait des petits rôles, mais dans L'Aigle solitaire, il est pareil, mais il est magnifique de chez magnifique, quoi. C'est vraiment dans les petits rôles avant d'être vraiment connu. Pour moi, Charles Bronson, là, explose dans ce film. Et je trouve qu'ils sont très bien tous les deux. Il y a quelque chose de fort quand il parle à la fin, là, que le capitaine Jack va aller au ciel, il est en prison, là, et ils vont le tuer. Et puis le pasteur arrive et il lui dit, bah, écoutez, faites prier, faites quelque chose, et vous verrez, c'est très bien là-haut. Et il lui dit, bah, écoutez, si c'est très bien là-haut, pasteur, allez-y pour moi, faites-le pour moi, quoi. Et je trouve que c'était sympa. Charles Bronson dit à Alan, quand je serai au ciel, et quand tu viendras toi, ben, je dirais que tu es un bon guerrier. Et voilà. Je trouve que c'est un film costaud, très bien, très bon western. En 1956, Alan Ladd retrouve Gordon Douglas pour Santiago avec Rosanna Podesta, Lloyd Nolan et Chill Wills. Alors Santiago, j'aime beaucoup parce que c'est l'histoire de Cuba, tout ça, et avec son pote acteur Lloyd Nolan. Et c'est un film d'aventure c'est plutôt aventure que western à mon avis, mais c'est classé dans le western, mais c'est plus aventure quand même. Très bon film. Le déroulement sur le bateau, là, ils ont des armes, ils doivent les porter là-bas à Santiago parce que pour la guerre et tout. Et Alan, bien sûr, ne le fait pas. Nolan, à la fin, il y a justement un duel. Et bien sûr, Alan s'en va avec Rosanna Podesta et récupère les armes pour la bonne cause. Je l'ai vu souvent dans les salles de cinéma quand j'étais petit. Je me souviens d'une anecdote d'ailleurs. J'aimais tellement Alan et j'étais passé de voir Santiago et les ouvreuses qui
qui était dans la salle avant de rentrer au cinéma. Genre, on se parlait, tout ça. Et il me disait, vous aimez tellement Alan, mais vous savez qu'il va venir un jour, il va venir vous voir, hein, il va venir, c'est sympa, quoi. Mais j'étais enfant, j'étais très jeune, hein. Combien, 12 ans, je suis même rentré dans un film, ça c'est encore autre chose, dans une salle de cinéma où il passait Lutte sans merci. Et Lutte sans merci était interdit au moins de 18 ans, je crois, un truc comme ça. Hein. Je n'avais pas 18 ans quand j'étais le voir. 1956 est également l'année des Loups dans la vallée, The Big Land, également dirigé par Gordon Douglas, où Alan Ladd rencontre de nouveau Virginia Mayo avec également Edmond O'Brien, Anthony Caruso et Julie Bishop. Les Loups dans la vallée, avec Virginia Mayo, Ouais. qui est aussi pas mal du tout. L'histoire est très sympa. Il vend du bétail. Il se fait avoir après. Il est avec Edmond O'Brien, qui est un ami à lui d'ailleurs dans la vie. Et ils construisent une ville. Edmond O'Brien, bon, picole un petit peu. Après, il se rattrape. Il picole plus. Il est heureux de voir comment ça fonctionne bien pour faire la ville et tout ça. Et avec Virginia Mayo, qui est avec quelqu'un, mais bon. Je trouve que là, ça va, quoi. Bon, c'est une belle histoire, sympa. C'est un bon petit film. Delmer Daves est de nouveau derrière la caméra en 1958 pour L'or du Hollandais, The Badlanders, remake de Quand la ville dort avec Ernest Borgnine et Cathy Jurado. C'est pas mal. J'aime assez. C'est bien. J'aime beaucoup le duo avec Ernest Borgnine. Ah oui. Je trouve qu'ils vont bien tous les deux, là, c'est vraiment, c'est plaisant, sympa, dans la mine, là, mais le dos marche bien, Le Fier Rebelle, The Proud Rebel, en 1958 est dirigé par Michael Curtis avec Olivia de Havilland, Dean Jagger, mais aussi le fils de l'acteur, David Ladd. Alors, le Fier Rebelle, il joue avec son fils, David, où il a un rôle de muet, le fils, là. Et surtout l'actrice Olivia de Havilland, là, qui disait de lui qu'il était tellement doux, tellement sympa, elle l'aurait bien vu, en parlant d'Alan, jouer dans Autant n'emporte le vent, dans le rôle d'Ashley, qui faisait le rival de Clark Gable. Donc il était touché, il était content. Et ce film, Le Fier Rebelle, est un film très tendre, très gentil, touchant, même à la limite. J'aime beaucoup celui-là. C'est un bon film. En 1960, Tonnerre sur Timberland, Guns of the Timberland est réalisé par Robert D. Webb avec Gene Crin, Gilbert Roland et Frankie Avalon. C'est un film un peu écologique, hein, sur la coupe des arbres, les bûcherons. Un film pas terrible, mais correct. Tout ce qui est bien, c'est quand même Gilbert Roland qui a un grand rôle dedans. Lui, bon, il est un peu gros, un peu. C'est un film sympathique, sans plus. Les hors-la-loi, One Foot in Hell, en 1960 est dirigé par James B. Clark avec Don Murray. J'aime beaucoup parce que c'est la grande surprise en fait. Il a un rôle magnifique. Pour une fois, il était dépressif et tout. Un peu, il savait être violent, il savait être méchant, il savait. Et dans ce film, on sent, il joue très très bien. On voit dans ses yeux, dans son regard, la haine. Quoi. Il supporte pas qu'ils ont tué sa femme connement là parce que pour $2, je sais pas combien. Et en plus, ce film, il est très bon parce que tous les acteurs, je trouve, dedans sont des petits acteurs. Mais les sujets sont bons, les duels, la fabrication de l'eau de feu, l'autre qui fait les plans pour rentrer dans la prison, tout est. C'est un très bon scénario, je trouve, assez fin, c'est subtil, quoi. Un film que ce western, je l'aime beaucoup. Alors pour conclure sur les westerns d'Alan Ladd,
Est-ce que tu sais si Alan Ladd était fier de certains d'entre eux ou au contraire avait des regrets d'avoir fait certains films de la série? Alors, dans les westerns, je pense qu'il a aucun regret, mais il est surtout très fier d'avoir fait L'Homme des Vallées Perdues. C'est son, bien sûr. Là, il s'est sorti star des stars. Ouais, vraiment, vraiment celui-là, il aime. Je crois qu'il aime beaucoup L'Aigle solitaire aussi, et devait bien aimer Smith le Taciturne. Et les autres, je suis pas certain. Non, il les a fait parce que fallait tourner, mais c'est pas vraiment ça. Et dans les films qu'il a produits par sa société, est-ce que c'était des projets personnels ou c'était juste, on va dire, des choix financiers? Non, c'était personnel. Il a fait L'Aigle solitaire. C'était lui. Il avait envie de le faire. Après les autres, je pense qu'il a fait aussi Santiago. Je me rappelle plus trop, mais je pense. En fait, il n'y a que L'Aigle solitaire que vraiment, je crois qu'il tenait beaucoup, mais les autres, je crois que c'est financier, quoi. Avant de passer à la troisième et dernière partie, voici un extrait d'une adaptation radiophonique de L'Homme des Vallées Perdues, passé dans le Lux Radio Theatre du 22 février 1955. Alan Ladd et Van Heflin y reprennent leur rôle. Extrait de la première scène. Someone's coming. Well, let him come. I hope you don't mind my cutting through your place. No, I guess not. You see, I didn't expect to find any fences around here. Bang, bang. Well, you're a little touchy, aren't you, mister? Pulling a gun on a boy of 8? I didn't see him coming. All I heard was the gun cocking. I'm sorry, boy. Joey, give me that rifle. I told you. I just wanted to show it to him, Ma. I bet you can shoot, mister. Can't you? Well, a little bit. I was wondering where your friends were. My friends? Yes. What are the Riker boys up to this time? You know, I wouldn't know a Riker from your Jersey cow. Joey, you better go inside. Oh, Ma. Now, mind. Into the cabin, quick. All right. Yes? What is it now, Riker? I came to let you know I got that beef contract for the reservation. All right, now I know it. Well, maybe you don't understand me. I'm going to need all of my range. You're going to have to get off this place before the snow flies. It happens to be mine, Roof. I'm homesteading it. We don't care what you call it, Starrett. If you're going to be stupid, me and my brother can blast you and them squatters right out of here. Well, I don't frighten easy. You know and I know that the time for gun blasting a man off of his place is past. And right now you're trespassing on my claim. Now get off. Your claim? How about that, boys? Maybe you'd better do what Start says. Yeah? Who are you, stranger? A friend of Start's. Well, Start, you can't say I didn't warn you. All right, come on, boys. Well, I guess I'll be moving along, too. Joe, supper's almost ready. Oh, fine. Joe? Oh, yeah, sure. Wait, mister. Something? Yes, I'm sorry about the way I acted, taking you for one of the Rikers, and, well, now, you heard what the little woman said. Why don't you stay and eat with us? Now, how about it? Well, Now, sure you will. You know, I just plumb forgot. My name is Start, Joe Start, and this here is Marion. I'm pleased to meet you. And you are... Well, just call me Shane. Pour cette dernière partie, nous allons revenir sur les personnages d'Alan Ladd, mais aussi le jeu de l'acteur et l'environnement de ses films. Quel est pour toi un rôle et une scène qui résume Alan Ladd et son apport au western? Alors, la scène où c'est vraiment Alan,
que j'aime beaucoup, c'est dans L'Homme des Vallées Perdues, l'échange qu'il a avec Jean Arthur à la fin du film, ou la poignée de main. Je trouve la poignée de main, il n'y a pas de parole, ils se regardent comme ça, ils se comprennent. Je trouve ça un échange magnifique. Et hors western, J'aime beaucoup, surtout son dernier film, Les Ambitieux. Pour moi, est très marquante. C'est à la fin du film, quand la bagarre avec George Pupard, il s'en va et lui dit ça te regarde, plus rien faire pour toi. Je trouvais que c'était magnifique. Et en plus, il claque la porte et on le revoit plus jamais, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de très beau. Le chant du cygne d'Alan, en fait. et dans la douzaine de westerns qu'il a tournés, est-ce que tu vois des similitudes entre les personnages qu'il a pu incarner? Oui, les similitudes, bah, il fait toujours, excepté les hors-la-loi, c'est toujours le héros, le gentil monsieur, quoi. Hein, et là, vraiment, c'est toujours à peu près identique. Hein, ces westerns sont. Il n'y a pas vraiment. C'est pas trop quand même comme les Scott ou avec les Boy Teachers, c'est pas ça. C'est pas non plus comme les James Stewart. C'est pas dirigé pareil de la même manière. Donc, il fait toujours ses films, ses westerns. C'est le héros et voilà quoi. Mais ça se ressemble beaucoup quand même. Hein. Il n'y a pas vraiment de changement, quoi. Mais au final, c'est vrai que tu parles de Bad Boy Teacher. Si on regarde les 12 films, Alan Ladd a eu comme réalisateur Gordon Douglas, Michael Curtiz, George Stevens. Est-ce qu'il a vraiment eu un réalisateur qui était un spécialiste du western? Non, justement, ce qui est étrange, c'est George Stevens dans L'Homme des Vallées Perdues. George Stevens n'avait jamais fait de western. Et je trouve que ce western est sublime. Mais j'aurais bien aimé, mais hormis ça, ces autres westerns, il n'a jamais eu de grands metteurs en scène comme justement Boy Teacher et tout ça, ou comme Anthony Mann. Ça lui fait défaut. Il a toujours eu des petits metteurs en scène, malgré que Gordon Douglas, c'est bien, mais quand même, c'est pas pareil, quoi. Et il y a quand même Delmer Daves et Raoul Walsh dans le lot. Ouais, mais Raoul Walsh, bon, La Brigade héroïque, c'est pas terrible. Le seul film qu'il a fait de bien, mais c'est pas un western, avec Raoul Walsh, alors là, qui est magnifique, c'est Salty Hawk, hein, sur les chevaux, les courses de chevaux, où il joue à merveille. Ça n'a rien à voir avec le Ladd dans La Brigade héroïque. Dans Salty Hawk, il est formidable, il est dynamique. Un jeu complètement différent, justement. Après, c'est un peu classique, là, tous ces petits westerns. Il joue, mais sans vraiment jouer, tandis que au début de sa carrière, dans ce film avec Walsh, la Salty Hawk, c'est la quintessence de Ladd. Hein. Toujours dans son œuvre westernienne, il y a des thématiques récurrentes que tu souhaiterais souligner? Non, pas vraiment, parce que c'est toujours un peu ces westerns sur le même thème, comme je dis, et non, rien de particulier, à part Chêne, peut-être Le Fier Rebelle, mais non, pas... non, Chêne est à part, et puis le reste, c'est des petits westerns, quoi. Excepté aussi les hors-la-loi qui est différent, mais sinon, ils sont tous pareils, ces films. L'acteur est fidèle à lui-même, mais c'était un peu en fin de carrière, donc ces films sont pas... Je préférais à la limite que ces petits westerns, là, ces films d'aventure, comme L'Enfer au-dessous de zéro, comme Le Serment du Chevalier Noir, comme La Légion du Sahara, ça je préférais.
Alors il y a un sujet qui est assez important, c'est le jeu de l'acteur. Alan Ladd a été souvent décrié pour son physique et son jeu qualifié par certains de lisse. Qu'est-ce que tu penses de tout? Lisse, c'est pour son visage, mais en fait, il n'avait pas un jeu lisse. C'est vraiment, c'est justement, tout se passait dans ses yeux, son regard. Il savait exactement se servir des expressions de visage, magnifiquement, un peu comme Robert Mitchum d'ailleurs, qui joue, pour moi, l'un des Mitchum joue à peu près de la même manière, tout en étant très différent. C'est la même façon de jouer. Et ils passent à l'écran, tout se passe dans leur visage, en fait, excepté la différence morphologique de l'un et de l'autre. Mais point de vue expression et visage, différents, mais ils jouent de la même manière. Voilà. Et donc, c'est même savoir très bien jouer que d'être impassible et de voir quelque chose. Je trouve que c'est même beaucoup plus fort que de faire des grimaces et de se la péter. Je te rejoins sur le fait qu'en fait, à mon sens, et c'est ce que d'autres disent, l'une des grandes qualités d'Alan Ladd, c'est son regard. Et il y a une citation de Laurent sur le forum que j'aimerais lire. Laurent qui dit « Je garde toujours de lui une image, celle d'un regard perdu dans l'immensité du ciel lors d'une scène du film La Montagne Rouge. Le regard, c'est le reflet de l'âme, et moi je me retrouve assurément dans celui d'Alan Ladd. » Oui, bien sûr, c'est le reflet de l'âme, oui, c'est vrai. Tout se passe d'ailleurs pratiquement dans tous ces films, c'est le regard. Il savait jouer de ses yeux et de ses mains, les poses. Bien souvent, quand il écoutait les gens, tout ça, même dans les westerns, dans les films, dans n'importe, la façon de mettre ses mains, de poser la main sur une barre ou quelque chose, et toujours accompagné de ses yeux. Ses yeux suivent sa main, les yeux suivent tout. Tout se passe dans les yeux avec Alan. C'est magnifique. Et Mitchum fait un peu ça aussi. En revisionnant L'Homme des Vallées Perdues, on se rend compte que, en tout cas dans la scène d'ouverture et la scène finale, George Stevens joue abondamment sur le regard d'Alan Ladd, qui transmet, je pense, une réelle émotion. Et même aussi dans les dernières scènes de Smith le Taciturne dont on parlait tout à l'heure, le regard est très important entre Alan Ladd et Brenda Marshall. Et du coup, ce talent, je pense, c'est une singularité, une force de l'acteur. Oui, c'est justement, il sait comment faire avec son visage. Tout est là. En fait, c'est psychologique. C'est un acteur excellent de ce côté-là, quoi. Faut être fort pour faire ça. Pas besoin de dire des mots, tout ça. Il savait très bien faire. Et ça passait vraiment merveilleusement à l'écran. D'ailleurs, George Stevens, à ce sujet, disait « Une seule expression d'Alan vaut tous les Gary Cooper et compagnie. » C'est quand même sympa. Ce jeu qui est axé sur le regard, alors que d'autres acteurs, je pense par exemple à Kirk Douglas qui avait un jeu beaucoup plus tape à l'œil, on va dire, qu'Alan Ladd, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui Kirk Douglas est plus reconnu que Alan Ladd, alors que dans les années 50, Alan Ladd avait quand même un succès assez conséquent. Oui, le succès d'Alan était plus fort que celui de Kirk Douglas à l'époque. Hein. Mais bon, pendant 4-5 ans, Ladd était numéro 1. Kirk Douglas n'a jamais été. Bon, mais Kirk Douglas est plus reconnu parce qu'il en fait trop, il fait beaucoup de choses, ça passe pour le public peut-être, et plus cabotin. Alan n'a jamais été cabotin. Kirk Douglas, c'est un cabot, il en fait trop, quoi. Mais ce que faisait pas justement Mitchum aussi. Tu parles de Robert Mitchum. Il y a une différence malheureuse entre Robert Mitchum et Alan Ladd, c'est le physique que beaucoup de critiques ont décrié, je pense à tort. Ça serait l'explication sur le fait que Robert Mitchum est aujourd'hui peut-être plus connu qu'Alan Ladd aussi. Ouais, mais aujourd'hui, pratiquement tous les acteurs sont
plus connu qu'Alan. Mais j'en reviens toujours à l'époque des années 55, et tout ça, 53, 52. Robert Mitchum était moins connu qu'Alan. Donc tout ça, ça a commencé en même temps, mais n'a jamais été autant au top. C'est après, c'est avec le temps, si on veut. Alan n'a pas tenu, n'a mal vieilli, alors que Mitchum a bien vieilli. Et c'est ce qui fait que maintenant Mitchum est beaucoup plus connu, comme les autres, comme Kirk Douglas, comme Burt Lancaster. Mais moi, je regarde pas ça, je regarde l'époque où chacun était au top. Et Alan était numéro 1, voilà, c'est tout. Et après, c'est vrai qu'il faut tenir la rampe, et il l'a pas tenu. C'est désolant, mais c'est pas pour ça qu'il n'était pas bon. Pour l'époque, maintenant, on connaît encore beaucoup plus John Wayne que même Mitchum et tout ça. John Wayne est l'archétype, même Gary Cooper est dépassé par John Wayne. Et je trouve ça pas tout à fait normal, c'est un peu... pour prendre dans la musique, il y a Johnny Hallyday et le reste c'est des rigolos, ce qui est faux, quoi. Avant de terminer, j'aimerais te poser quelques questions pour peut-être faire la conclusion sur Alan Ladd. Est-ce qu'il y a un western que tu qualifierais de curiosité, donc qui serait moins connu du public, que tu aimerais recommander aux auditeurs? Les hors-la-loi, je pense très bon, et Smith le taciturne. Voilà. Bon, je parle pas de l'homme des vallées perdues, tout le monde le connaît. Ouais. Quelle est selon toi la meilleure actrice qui a été mise en duo avec Alan Ladd? Ladd et Lake, pour moi, c'est Véronique Lake, c'est magnifique. C'est physiquement même, ils sont tous les deux petits, ils vont bien ensemble, ils sont blonds tous les deux. Et Lake fait quand même une femme fatale, lui... il n'est pas trop mal non plus. C'est vraiment le couple idéal pour moi, aussi dur l'un que l'autre. Ils vont très bien ensemble. Et franchement, je trouve même supérieur à Bogart et Bacall. Là, je vais me faire incendier parce que tout le monde, tout le monde pense le contraire, mais c'est pas grave. On n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là. Quel est le meilleur second rôle récurrent qui a joué avec Alan Ladd? C'est William Bendix. Ils étaient très amis dans la vie privée. William Bendix, c'était surtout magnifique dans La Clé de Verre, j'en parle pas. Et dans Le Défilé de la mort, Shaina, ils sont superbes. Oui, c'est Bendix, alors, William Bendix. Et enfin, quelle est pour toi la meilleure scène d'un film d'Alan Ladd où il a un passage avec un monologue qui te marque? Dans Le Grand Gatsby, c'est quand il apprend que bon, la femme qu'il aimait, là, qu'il était fou, qu'il a tout fait pour elle, en fait, il prend l'accident de voiture à sa charge et tout, et qu'elle elle le trahit, quoi. Elle n'a pas... Et là, ça lui fait quelque chose, on voit toute la souffrance, il a tout fait pour elle, et tout, et elle retourne, et elle a peur, elle n'ose pas, elle le trahit carrément, et puis elle retourne avec son mari. C'est une scène terrible du film Le Grand Gatsby. C'est vraiment excellent. Avant de terminer ce podcast, Yves, aurais-tu un mot de conclusion? J'aimerais qu'il soit un peu redécouvert, car il y a pas mal de films qui valent vraiment la peine, et qu'on arrête avec la petite taille, surtout. Alan, c'est autre chose que son 1m68. Il a vraiment un talent magnifique, et vraiment aussi bon que les autres, et meilleur que beaucoup. En plus, c'est un homme il n'y a pas que l'acteur, c'est un homme vrai. On le voit, on l'idéalise dans ses films, mais dans la vie, il était pareil. Et ça se sent. Magnifique, cet acteur, sensible, un grand cœur, d'une bonté, plein d'humour, beaucoup de choses. Faut qu'on arrête avec de le taquiner avec sa petite taille. Ça, c'est un peu
gênant. Merci Yves pour cette présentation d'Alan Ladd. Nous espérons que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura permis d'apprécier la qualité et le talent de cet acteur. Avant de terminer, je vous propose, comme la semaine dernière, une nouvelle devinette western. Voici un extrait d'une affiche d'un western qualifié par son actrice principale comme l'un de ses films préférés. Un indice, l'un des acteurs principaux jouait dans Le Triomphe de Buffalo Bill, qui était la devinette du précédent podcast. Vous connaîtrez la réponse dans le prochain épisode. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse. Notez également que Longway proposera à partir du 16 novembre un nouveau jeu sur le forum dont il a le secret. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour de nouveaux épisodes du podcast Western Movies. On a pas mal d'idées et puis n'hésitez pas à nous proposer des thèmes que vous souhaiteriez voir pour les prochains épisodes. Excellente soirée à tous, vive Alan Ladd et vive le western.